Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans cet atelier sur l'utilisation du programme de mathématiques en P5, P6. Cet atelier a été construit avec Haute Boucoit, faisant partie du service de production pédagogique, et moi-même, formatrice à l'IFEC. Alors, pour commencer, je vous propose une petite vidéo humoristique pour donner le ton en mathématiques. Alors, ça fait beaucoup d'argent, hein? Parce que j'ai vendu beaucoup de fromage. Alors? Alors, Gaspard, c'est plus possible. Avec tout ce que t'as vendu, il manque 12 deniers au moins. Ah zut, c'est pas de chance ça. Oui, bah non, ça peut plus continuer là, Gaspard. Bon, c'est pas une fatalité. Là, j'ai 5 fromages. Ah bon? Non, c'est des doigts, mais on va dire que c'est des fromages, d'accord 1, 2, 3, 4, 5. Oui? Je sais pas, oui. J'ai combien de fromages là? 5? Mais non! Tu l'as dit tout à l'heure. Elle a dit tout à l'heure, j'ai 5 fromages. Oui, je l'ai dit. Bon, autrement, c'est pas grave. 1, 2. Les autres, on verra plus tard, d'accord? J'ai combien de fromages là? 5. Mais non! Mais bon Dieu de toi, c'est pas compliqué quand même! 1, 2, ça, là, c'est 2. Ça, c'est 2. Oui, enfin, non. Là, il est tout seul, mais si t'ajoutes le pouce, ça fait 2. Ah, ça, c'est 2. Mais non, là, il est tout seul. Si t'ajoutes le... Non, mais c'est pas compliqué, mais arrête de bluffer, toi, aide-moi plutôt. Surtout pas, ça risquerait de s'arrêter là. Bon, ça, c'est 1. Oh, ça, c'est 1 et ça, c'est 2. 1, 2. Mais si tu en enlèves 1, ça devient 1. Et c'est pareil pour l'autre, tu comprends? Bon, ça, là, c'est 1. Non, c'est 2. Ça peut pas être 1, puisque 1, c'est ça. Et puis, merde! Oh! Hey, Isabeau. Non, François, Oui. je pense que ça, c'est 2. Voilà. Voilà. Hey, Isabeau, il a compris, hein. Formidable! Voilà, ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on peut vivre parfois en classe, des grands moments de solitude. Et donc, cette vidéo nous montre toute la difficulté de faire comprendre une nouvelle notion si nous ne prenons pas le bon chemin. Et le programme a tenté de tracer des chemins intéressants pour vous aider à mettre en place de bonnes pratiques dans vos séquences d'apprentissage. Alors, les objectifs de cet atelier sont de vous aider à identifier les contenus présents dans ce nouveau programme, ainsi que les changements par rapport au programme précédent et de vous proposer des exemples de liens et de croisements possibles. En revanche, on ne se veut pas un atelier de didactique des mathématiques ni de méthodologie, mais bien un atelier sur la prise en main de ce nouveau programme. Donc pour vous aider à rentrer dans ce nouveau programme. Ça ne veut pas dire que je ne vous proposerai pas des pistes plutôt didactiques et méthodologiques, mais c'est plus pour illustrer et comprendre comment utiliser ce programme. Alors, concernant le déroulement de l'atelier, il y aura des temps de présentation alliés à des moments individuels de recherche euh, dans lesquels nous découvrirons la structure du programme, la philosophie générale de l'introduction générale, ainsi que les différents champs dans le programme des mathématiques. Et vous aurez l'occasion d'échanger euh, vos questions, de proposer vos questions via la salle des profs ou en envoyant un petit mail à la salle des profs dont je vous communiquerai l'adresse mail. Voilà.
Pour débuter cette présentation, je vous propose un petit jeu qui permet de retrouver la structure générale du programme de mathématiques. Et pour ce faire, je vous invite à flasher le QR code présent à l'écran ou à vous rendre à l'adresse indiquée ci-dessous. Alors, n'hésitez pas à mettre cette présentation en pause afin de pouvoir jouer le jeu et découvrir ou redécouvrir les différentes parties de cette structure générale. Qu'est-ce qui est interpellant dans ce sommaire, dans cette table des matières? Bien, c'est que le nom des champs a été modifié afin de montrer clairement l'évolution, si vous voulez, la progression d'apprentissage entre le fondamental et le secondaire. Donc, par exemple, ce que nous appelions précédemment les nombres ou les nombres et opérations, actuellement devient donc de l'arithmétique à l'algèbre, pour montrer toute l'importance du travail sur les nombres, sur les propriétés, sur les opérations, pour pouvoir entrer sereinement dans la suite de l'algèbre, qui est la formalisation, la généralisation de tout ce qui est travaillé avec les nombres dans le fondamental, au fondamental. Une autre partie de cette introduction, par exemple les solides et ce qu'on appelait précédemment les solides et figures devient des objets de l'espace à la géométrie, dans le même but de montrer que le travail réalisé dans le fondamental avec les objets donnera les bases pour construire les théories géométriques qui viennent généraliser toutes les découvertes réalisées. Donc au secondaire, on va plutôt être dans la modélisation et on les prépare, surtout en 5e, 6e, on va les préparer vers ces démarches de modélisation, de généralisation. Donc voilà, un autre champ qu'on dénommait précédemment qui était le champ des grandeurs, devient des grandeurs à la relation entre variables pour montrer la continuité depuis la mesure d'une grandeur jusqu'à la variabilité de celle-ci en fonction d'une autre grandeur. Le traitement de données, quant à lui, devient de l'organisation des données à la statistique afin de cibler l'élément principal de ce champ, qui est la statistique. Donc, on ne traite pas n'importe quelle donnée dans n'importe quel but. On va travailler ici tout ce qui permettra par la suite d'analyser des données dans un but statistique. Donc, on voit qu'on on installe au fondamental des aspects mathématiques qui vont permettre d'aller vers la statistique au niveau du secondaire. Donc un petit rappel au niveau de l'arithmétique, c'est la science qui a pour objet l'étude de la formation des nombres, de leurs propriétés et des rapports qui existent entre eux. Donc la théorie des opérations, les 4 opérations de l'arithmétique, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Un autre rappel, c'est l'algèbre. Donc l'algèbre, c'est la branche des mathématiques qui permet d'exprimer les propriétés des opérations et le traitement des équations et qui aboutit à l'étude des structures algébriques. Donc ça, c'est pour notre structure générale, je vais dire, donc le sommaire de ce programme en mathématiques. Donc si on reprend le schéma de la page 14 et qu'on rentre un peu plus dans les différents champs, on y voit ce qui sera principalement travaillé durant tout le cursus dans le fondamental.
Donc ce schéma nous montre l'interdépendance des champs avec par exemple pour différencier le carré et le triangle, bien évidemment il faut connaître les nombres. Pour, pour différencier le rectangle du carré, il faut maîtriser les grandeurs. Chaque champ a donc ses spécificités, ses bonnes pratiques, mais selon les activités que nous allons travailler avec nos élèves, des savoirs, des savoir-faire d'autres champs peuvent être sollicités. À nouveau, l'histoire des mathématiques nous montre que toutes les branches sont liées entre elles, toutes les branches mathématiques sont liées entre elles, avec la géométrie qui a été utilisée pour résoudre des problèmes d'équation et l'algèbre nous permet de démontrer le théorème tout à fait géométrique de Pythagore. Donc, notons que la résolution de problèmes n'est pas que dans le champ de l'organisation des données. Il s'agit à présent d'un outil transversal qu'on met au service d'une compétence dans un champ. Donc, il va être travaillé vraiment dans tous les champs. Comme ici, on peut voir à chaque fois la résolution de problèmes. Et donc, il est indispensable à la contextualisation des apprentissages et met en lien les savoirs et les savoir-faire travaillés pour cette compétence dans un des champs. Alors, pour la résolution de problèmes, on propose 4 étapes dans le programme: s'approprier le problème, élaborer un plan, appliquer le plan et vérifier la réponse. Donc, à la page 17 de votre programme, vous pouvez trouver l'approche de Boily que je vous présente par. Donc, dans la résolution de problèmes, il importe de confronter régulièrement l'élève à des problèmes variés afin de lui permettre de développer un plus grand nombre de stratégies de résolution. Pour l'aider, on va lui proposer ce schéma qui n'est pas linéaire, mais qui est à prendre en considération. On peut faire des allers-retours si c'est nécessaire. Parallèlement à ça, Vergniaud propose une classification qui pourrait vous être utile pour compléter cette méthode SIV qui se trouve donc à la page 22 du programme et à l'annexe 1, page 108. Alors, en quoi consistent les 4 étapes de Boily qui sont représentées ici? Dans un premier temps, l'élève va se mettre dans la position du détective et va chercher des indices, les questions qui pourraient l'aider à résoudre le problème. Puis il va faire appel à l'architecte. Donc il va se mettre dans la posture de l'architecte qui va élaborer un plan de recherche en fait, de comment je vais procéder pour arriver à résoudre l'énigme. Donc, quelle formule éventuellement j'ai besoin. Et puis après, il va se mettre dans la posture du menuisier qui, lui, va appliquer le plan. Donc, grâce à ce qu'il aura imaginé avant en tant qu'architecte, si j'ai imaginé que j'avais besoin d'une formule, eh bien, je vais mettre en œuvre ma formule. Une fois que j'ai tout résolu, je vais soumettre mon travail au juge. Alors le juge, ça peut être soit un élève, un autre élève, soit vous-même en tant qu'enseignant, ou bien encore une fiche autocorrectrice qui va permettre de confronter sa démarche à celle à celle recherchée. Donc voilà, c'est vraiment un support qui permet à l'élève de se repérer, de structurer la résolution de problèmes. Donc ça, c'est pour la méthode SIV.
Si vous souhaitez tester cette approche Sieve, vous pouvez vous rendre sur le site de la salle des profs où vous trouverez une activité de mise en lien, l'énigme de la semaine avec le détective Sieve et aussi un signet résolution de problème qui récapitule les, les différentes étapes de cette méthode. Alors, l'énigme de la semaine est centrée principalement sur les P4, mais tout à fait adaptable pour les P5, P6. On va alimenter le site de la salle des profs avec des activités pour les P5, P6. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour voir si il y a eu des nouveaux ajouts. Entrons maintenant dans la philosophie générale qui se trouve dans l'introduction de la partie mathématique à la page 16. Donc, il s'agit des dimensions à examiner et des bonnes pratiques à mettre en place lorsqu'on travaille les mathématiques de manière générale. Alors, nous nous sommes pour ce faire largement inspirés du travail de Marinova et Biron. Et pour chaque dimension à considérer, nous les illustrerons ici avec un aspect essentiel mis en place dans le programme. Voici les dimensions à considérer par l'enseignant dans la préparation de ces activités. Nous avons dans un premier temps la tâche proposée, le rôle de l'enseignant, le contexte social de la classe, les outils mathématiques comme soutien d'apprentissage et l'équité et l'accessibilité. Des pistes qui illustrent ces dimensions sont proposées sur les pages de droite de votre programme. Intéressons-nous ici à chaque point. Pour la nature de la tâche proposée, l'enseignante veillera à inscrire les activités proposées dans une perspective de résolution de problèmes afin d'amener les élèves à réfléchir, partager entre eux. Dans la mesure du possible, on veillera à exploiter et explorer l'environnement direct de l'élève, à savoir la classe, l'école, la cour ou le quartier. Ce n'est pas toujours possible, mais donc voilà. Il est également important de proposer aux élèves diverses situations afin de varier les types de raisonnement. Donc on peut aller vers un raisonnement déductif, partir d'une règle générale pour en tirer une conclusion particulière, ou bien inductif, à partir de plusieurs éléments, on va généraliser une règle. Et analogique, ça veut dire qu'on va adapter une situation, une solution d'une situation similaire. Donc, dans le rôle de l'enseignant, c'est de verbaliser, mais aussi de faire verbaliser l'élève fréquemment sur ce qui se passe, ce qui est fait, comment on le fait, les raisonnements mathématiques en utilisant la langue orale et écrite. Il utilisera le vocabulaire spécifique et précis des mathématiques. Un cube, par exemple, n'est pas un carré, mais chacune de ses faces est un carré. Un solide a des arêtes, alors qu'une figure a des côtés. Donc, l'enseignant vérifiera la bonne compréhension du vocabulaire pour chaque élève et sera attentif à la polysémie de certains mots. Donc, par exemple, le mot figure peut désigner le visage, mais aussi une figure géométrique.
Et souvent, enfin, moi, ça m'est arrivé en fonction du public que vous avez. Si le français n'est pas, par exemple, la langue maternelle, et on peut avoir plus de confusion justement à ce niveau-là. Et donc, c'est notre rôle est de vraiment veiller à clarifier ça et faire la distinction pour éviter tout malentendu et à favoriser, je vais dire, la compréhension des mathématiques. L'enseignant fera aussi découvrir l'utilité des mathématiques en partant du quotidien de l'élève. Ça, c'est principalement en ce qui concerne le rôle de l'enseignant. Dans le programme, on a par exemple illustré cette dimension dans le champ des objets de l'espace à la géométrie. Donc, les activités proposées vont demander à l'élève d'utiliser le vocabulaire spécifique au solide. Donc ça, vous pouvez retrouver dans votre programme. Alors, concernant le contexte social de la classe, on ne va pas s'attarder sur ce point ici, mais il s'agit évidemment de valoriser les idées et les diverses méthodes produites par l'élève. Pour illustrer ce point, on vous propose à la page 17 un déroulement qui permet de débattre, d'émettre ses hypothèses ou de voter. Et donc, grâce à ces différentes étapes, l'élève est amené à mettre en avant ses connaissances personnelles ainsi que les connaissances mathématiques. Dans les outils comme soutien d'apprentissage, eh bien, l'enseignant amènera l'élève à les utiliser à bon escient afin de leur permettre de construire leur représentation mentale et de se faire des images mentales, ce qui facilite la progression dans les apprentissages. En guise d'exemple, page 41, on vous propose d'utiliser un outil comme soutien d'apprentissage dont on pourra se passer par la suite lorsque les représentations mentales seront bien instaurées. Et page 89, on manipule afin de construire une formule. Vous avez aussi à la page 51 la structuration du vocabulaire qui a été découvert avec là on vous propose un carnet de mots qui permet à l'élève de soit choisir le mot ou bien nous, en tant qu'enseignants, on décide de regrouper certains mots en particulier. Dans la dimension de l'équité et de l'accessibilité, le programme a voulu mettre un point d'attention sur le respect du développement cognitif par des activités en progression. On le remarque notamment dans le repérage spatial. Alors, si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer via l'adresse mail salledesprofs@cegec.be ou consulter notre foire aux questions sur la salle des profs, sur le site de la salle des profs.be. Donc après cette introduction, je vous propose d'aller dans le premier champ que nous allons explorer, qui est de l'arithmétique à l'algèbre. Pour commencer, rappelons d'abord un peu de vocabulaire pour être bien au clair. Donc on a le champ, comme je le disais, de l'arithmétique à l'algèbre, qui contient dans ce cas-ci une seule compétence, à savoir résoudre des problèmes en mobilisant des nombres et opérations.
On a ensuite un découpage en 2 rubriques qui se trouvent ici, qui sont elles-mêmes divisées en rubriques spécifiques et qui regroupent donc des savoirs et des savoir-faire intimement liés. Alors, la compétence regroupe différents savoirs et savoir-faire travaillés dans tout le champ. Donc, on peut soit choisir de partir de celle-ci, de la compétence, et de travailler les savoirs et savoir-faire, ou bien de travailler inversement, partir des savoirs et savoir-faire pour ensuite aller vers une activité de mise en lien et de faire des liens entre les apprentissages abordés. De l'arithmétique à l'algèbre se découpe donc en 2 parties. On disait ici appréhender le nombre puis la lettre dans tous leurs aspects. Opérer sur des nombres et sur des expressions algébriques. Alors dans l'ancien programme, il y avait une rubrique organiser les nombres par famille. Les contenus de cette rubrique ont été placés dans la rubrique appréhender le nombre puis la lettre dans tous ces aspects pour montrer qu'ils servent à comprendre le nombre. Alors dans chaque champ, il y a une introduction dans laquelle vous découvrez un tableau de continuité qui permet de voir l'évolution des notions principales de la 4e primaire vers la 1re secondaire. Donc comme ça vous permet de voir d'où viennent vos élèves et vers quoi en 6e on doit les amener pour arriver à la 1re secondaire. Alors ces éléments de continuité sont donc présents dans chaque introduction de chaque champ et par rubrique. Ainsi par exemple dans la rubrique opérer sur des nombres et sur des expressions algébriques, en P4 on a les nombres décimaux qui seront abordés. En P5 la décomposition de 1 et de 100, le développement de techniques de calcul mental vers le calcul écrit et l'estimation ainsi que la calculatrice. Et en P6, on va utiliser l'égalité avec l'introduction aux équations. On partira aussi vers l'introduction de propriétés et de différentes opérations dans la résolution de problèmes pour arriver en secondaire vers la découverte du calcul algébrique et de la résolution d'équations simples. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, le programme aborde d'abord des difficultés récurrentes présentes chez certains élèves dans la construction des nombres et des opérations. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil en page 20 pour plus de détails. Pour n'en citer quelques-unes, on va avoir une mauvaise compréhension du nombre décimal qui va freiner l'accès aux nombres à virgule et à leurs particularités, les différents sens du zéro qui peut être un symbole dans l'écriture des nombres ou aussi un nombre indiquant le vide. Voilà, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que ça peut être intéressant de voir quel blocage nos élèves peuvent rencontrer dans ces apprentissages. Et
à chaque fois, vous avez en lien des pistes pour pallier ces difficultés qui sont proposées en page de droite. Alors, dans l'introduction de cette discipline des mathématiques, on va retrouver différents facteurs favorisant l'apprentissage ainsi que des renvois vers des pistes illustrant ces facteurs. Et donc, nous ne les aborderons pas tous aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant intéressant d'aller découvrir les autres facteurs. Quels sont ces différents facteurs? On a partir du terrain sans y camper, on se base sur Chevalier, à la page 29. On a aussi s'appuyer sur du matériel pertinent et apprendre à s'en passer par la suite. Continuer à mémoriser les faits numériques pour élaborer des stratégies. Articuler l'arithmétique à l'algèbre et accorder de l'importance à la stratégie de résolution plutôt qu'au résultat. Donc ça, ce sont les différents champs. Alors, rentrons dans ces différents champs. Par exemple, pour articuler l'arithmétique à l'algèbre, le travail sur le sens de l'égalité, les fausses égalités, l'enchaînement opératoire permettra par la suite d'appréhender plus facilement l'algèbre et ses représentations écrites lors de la résolution d'équations. Donc là, on vise vraiment des apprentissages pour le secondaire, mais qu'on peut déjà commencer à travailler en P5, P6. Autre exemple pour accorder de l'importance à la stratégie de résolution plutôt qu'au résultat. Lors des activités métacognitives, il est intéressant de donner à l'élève le résultat du calcul et de lui demander de chercher comment on y est arrivé, ou même de proposer d'analyser des exemples résolus. C'est le genre de consigne qu'on va retrouver dans les évaluations externes comme bien le CEB. Encore un exemple qui fait un lien avec le programme de français en parler. Vous trouverez les attendus comme verbaliser un raisonnement mathématique ou verbaliser l'usage d'une stratégie cognitive. Donc ainsi, on allie à la fois un contenu mathématique avec un contenu de français. Alors en allant un peu plus loin dans cette partie mathématique, vous trouverez un petit rappel de ce qu'est une compétence, un savoir et un savoir-faire. Donc à la page 23, vous trouverez le tableau de compétences pour le champ de l'arithmétique à l'algèbre avec la compétence, les attendus pour P5, pour P6, pardon, P5, P6 et P6. Vous trouverez page 24 un exemple d'attendu pour rédiger un énoncé de problème en partant de maximum 3 calculs consécutifs et des résultats. Un autre exemple d'activité de mise en lien, page 25, pour rédiger un énoncé de problème. Et on passe par 4 étapes pour travailler donc cet attendu. Le programme propose également des prolongements possibles à la suite de ces 4 étapes. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur la page de gauche, vous allez retrouver tous les savoirs et savoir-faire ainsi que les attendus. Et chaque attendu est exprimé à l'aide d'un verbe opérateur correspondant qui
permet à l'enseignant de vérifier si l'élève maîtrise effectivement le contenu du savoir, savoir-faire ou de la compétence visée. Ces verbes opérateurs ont le plus souvent trait à des comportements observables d'élèves. Donc ça, c'est vraiment un élément qui ressort euh, du référentiel. Et en page de droite, vous allez trouver des balises essence, des pistes d'apprentissage, des structurations et ce qui permettra à l'élève de. Donc ça, ce sont des parties, des catégories qui peuvent vous aider à parfois débloquer certaines situations où l'élève est en difficulté ou bien à imaginer une activité un peu autrement que ce que vous feriez habituellement. Alors jouons un petit peu et allons fouiller dans le programme. Pour ce faire, je vous propose d'aller chercher la notion de critère de divisibilité en P5, P6. Je vous laisse quelques secondes, minutes pour trouver cette information et puis vous pourrez vérifier si ce que vous avez trouvé correspond à la bonne réponse. Alors, la réponse est bien évidemment dans la discipline mathématique, dans le champ de l'arithmétique à l'algèbre, et on se trouve dans la rubrique Appréhender le nombre, puis la lettre dans tous leurs états, page 32. La rubrique spécifique est créer des familles de nombres et relever des régularités. Et le savoir-faire a le même intitulé, à savoir créer des familles de nombres et relever des régularités. Donc ça, c'est pour les caractères de divisibilité. Alors si on continue à fouiller dans notre programme, je prépare la planification sur les tables de multiplication. Où allez-vous trouver cette information et ses attendus dans le programme? Je vous laisse chercher et puis on vous montre la réponse. La réponse à cette question sur la multiplication se trouve à la page 32, mais aussi à la page 38. Alors, cette page 38, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle précise que on va retrouver la multiplication dans la rubrique opérer sur des nombres et sur des expressions algébriques. Et dans la rubrique spécifique, on va avoir la rubrique construire la mémorisation de faits numériques avec comme savoir connaître de mémoire les tables de multiplication jusqu'à T10. Donc ça, c'est pour la multiplication. Donc, comme je le disais précédemment, ces attendus sont illustrés à chaque fois en page de droite. Et alors, sur le site de la salle des profs, vous trouverez 2 fiches sur la multiplication, le point sur l'apprentissage progressif des tables de multiplication et des pistes pour travailler les stratégies des faits déduits avec la multiplication. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Il y a tout le matériel que vous pouvez déjà photocopier, imprimer et utiliser avec vos élèves directement. Dernière petite question concernant ce champ de l'arithmétique à l'algèbre. L'écriture numérale en mots fait-elle partie du programme en P5, P6 dans ce champ? Selon vous, oui, non. Alors, la réponse est non pas en mathématiques, mais bien en français au niveau des règles d'orthographe.
En résumé, dans ce champ sur les nombres, on a comme changement majeur la division écrite qui apparaît en P5, l'écriture des nombres sous différentes formes, écriture chiffrée, fraction et pourcentage en P5 aussi. Les critères de divisibilité sont abordés avec les régularités dans les tables de multiplication. Les fractions sont travaillées dans le champ des grandeurs à la relation entre variables. Le calcul littéral pour les formules d'air et périmètres sont travaillés uniquement dans le champ des grandeurs à la relation entre variables. Donc ça, c'est principalement les changements. Dans les nouveautés, on a la décomposition partie entière et non entière, la méthodologie liée au procédé de calcul mental pour la multiplication et la division. Et ce qui disparaît dans le champ, c'est la notion de nombre premier, PPCM, PGCD, qui seront travaillés en secondaire. Alors l'écriture numérale en mots est travaillée en français. Et donc voilà pour les différents changements, modifications et nouveautés dans le champ de l'arithmétique à l'algèbre. Alors voici un document que vous retrouvez aussi sur la salle des profs qui peut vraiment être éclairant et qui fait une comparaison, ça s'appelle la table de correspondance en mathématiques et qui fait une comparaison entre l'ancien programme, le nouveau programme et le référentiel. Ça permet de prendre un peu de hauteur et de voir d'où on est parti et où on en est aujourd'hui, et puis de comparer aussi avec avec le référentiel. Toujours sur la salle des profs, vous pouvez trouver ce document réalisé par le service de production pédagogique qui va vraiment expliquer les savoirs et savoir-faire qui ont été modifiés entre l'ancien programme et le nouveau programme modifié ou alors qui sont traités dans d'autres champs ou voire même disciplines. On va aussi travailler de manière transversale avec d'autres disciplines et c'est ce qu'on va appeler les visées transversales. Par exemple, à la page 41, on va vous inviter à aller vers la visée transversale 4 du volume 1, page 46 et jusqu'à 49, qui est de développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. Pour ce faire, dans le volume 1 du programme, il y a tout un chapitre consacré aux 6 visées transversales à explorer avec vos élèves afin de contribuer à leur construction progressive de citoyens lucides, acteurs et autonomes. Et pour ce faire, je vous invite à découvrir ce volume 1, page 33, qui détaille les composantes à travailler tout au long du tronc commun. Alors, comme dans le champ précédent, on a aussi des facteurs favorisant l'apprentissage des objets de l'espace à la géométrie et une porte d'entrée intéressante qu'on suggère, c'est l'art. Il y a des noms d'artistes qui vous sont proposés pour explorer ce domaine à la page
48. Donc ça, c'est une première porte d'entrée possible. Par exemple, comme artiste proposé, vous retrouverez une œuvre de Escher qui aborde les pavages. Donc ça peut être intéressant de partir de là. Dans ce champ, l'élève ne dessine plus les figures, mais les construit en utilisant leurs propriétés. Ainsi, l'utilisation d'un compas pour tracer un cercle met en avant que tous les points du cercle sont à la même distance du centre de celui-ci. Par la suite, l'utilisation du compas pour reporter une distance prend pleinement son sens, comme dans l'activité pour tracer un hexagone régulier inscrit dans un cercle. Vous avez d'ailleurs sur le site de la salle des profs une vidéo explicative à propos de ce traçage de l'hexagone inscrit dans un cercle. À la page 51, vous retrouvez le tableau de compétences pour le champ des objets de l'espace à la géométrie, avec évidemment les attendus en lien avec chacune des compétences. Allons fouiller un peu plus dans notre programme. Où puis-je trouver des informations sur les symboles géométriques à travailler en P5, P6? Je vous laisse un peu explorer, prenez le temps, mettez cet enregistrement sur pause et puis vous découvrirez si ce que vous avez trouvé est bien correct. Vous trouverez cette notion aux pages 64-65 dans la rubrique Appréhender et représenter des objets de l'espace. La rubrique spécifique s'intitule Utiliser les symboles géométriques. Vous avez en savoir le symbolisme spécifique aux objets et relations géométriques, avec pour attendu associer le symbole à sa signification, avec comme par exemple le grand A qui désigne le point alors que le petit a désigne la droite. En savoir-faire, vous avez aussi interprété et utilisé les symboles géométriques. Et un autre attendu pourrait être d'utiliser les symboles géométriques, tout simplement. Donc, voilà pour la question des symboles géométriques. Vous trouverez aussi un document téléchargeable qui structure les symboles géométriques sur le site de la salle des profs. Continuons la fouille dans notre programme. Le programme parle de symétrie. Que dois-je faire? Pareil, laissez-vous quelques minutes pour aller voir quels sont les attendus, savoir-faire concernant la symétrie. Alors la symétrie, on va la travailler notamment dans la rubrique Appréhender et représenter des objets de l'espace, avec comme rubrique spécifique Identifier et construire des droites remarquables et axes de symétrie dans les figures. Comme savoir, on a évidemment les figures, leurs composantes, leurs caractéristiques et leurs propriétés. Et comme attendu, on va identifier la hauteur, les diagonales, la médiane et l'axe de symétrie. En savoir-faire, l'élève doit être capable de tracer des axes de symétrie, des diagonales, des médianes et des hauteurs. On a aussi comme autre attendu tracer une hauteur d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un trapèze, tracer dans un quadrilatère des axes de symétrie, les médianes et les diagonales. L'élève doit aussi être capable de reconnaître les quadrilatères
pour lesquels les diagonales et ou les médianes sont des axes de symétrie. Voilà pour la notion d'axe de symétrie. Dans ce champ des objets de l'espace à la géométrie, on a comme changement unique trier, classer des objets et des figures qui sont au service de l'apprentissage des caractéristiques et qui ne sont plus un attendu en soi. Pour les nouveautés, on a les propriétés des droites remarquables de certains quadrilatères, les mouvements des figures, afin de comprendre les mouvements réalisés par la figure, et enfin les différentes vues d'un objet, la notion de perspective, disparaissent de la formation mathématique et se travaillent en FMTTN. Voilà pour la continuité, les nouveautés et les changements de ce deuxième champ. Dans ce champ, le programme illustre aussi un lien vers une autre discipline, ici EPS. Donc à la page 55, vous pouvez voir apparaître le lien vers EPS. C'est l'occasion d'aller voir un peu ce qui se fait dans cette discipline au niveau de l'habilité motrice et de l'expression, et puis aussi de collaborer avec son collègue d'EPS. Je vous invite à prendre un petit moment éventuellement pour poser vos questions par écrit et comme ça vous pouvez les envoyer éventuellement par la suite via notre adresse mail. Nous voilà à présent dans le troisième champ, des grandeurs à la relation entre variables. Contrairement à l'ancien programme qui découpait ce champ en 2 rubriques, mélangeant un peu tout, le référentiel le découpe à présent en 5 rubriques plus précises. On a concevoir des grandeurs, à savoir tout ce qui concerne la comparaison des grandeurs pour les comprendre, agir sur des grandeurs, tout ce qui concerne la mesure et l'estimation des grandeurs, opérer sur des grandeurs. À partir des mesures réalisées, on va calculer d'autres mesures telles que le périmètre. Agir puis opérer sur des grandeurs, donc c'est tout ce qui concerne les fractions ici. Et enfin, mettre en relation des grandeurs, tout ce qui concerne la proportionnalité directe. Voilà pour donc les différentes rubriques dans ce troisième champ. Comme dans les champs précédents, le programme propose des facteurs permettant de faciliter les apprentissages. On abordera aujourd'hui uniquement le bleu turquoise et le vert canard, à savoir débattre en mathématiques et utiliser l'histoire des mathématiques pour comprendre les unités conventionnelles. Pour aider les élèves à mieux comprendre la notion d'unité conventionnelle, on vous propose des activités pages 83 et 84 qui permettent d'aborder notamment, par exemple, à travers le français, associer les mesures agraires et les mesures d'air à l'aide d'un texte documentaire. Donc voilà, ça peut être d'autres portes d'entrée qui peuvent les aider à appréhender cette notion d'unité conventionnelle. Pour aborder le débat mathématique, à la page 77, on vous propose un déroulement en 4 étapes qui permet à la fois d'être travaillé de manière collective, oralement, je vais dire, mais donc c'est une démarche structurée qui aide les élèves à organiser leurs idées et pouvoir participer à un débat mathématique. Aux pages 74 et 75, vous retrouverez le tableau de compétences avec ici les différentes compétences ainsi que les attendus qui sont associés.
Jouons un peu. Question, mesurer l'amplitude d'un angle. Est-ce un attendu de ce champ pour P5, P6? Je vous laisse quelques secondes pour aller explorer et vérifier si cette question est abordée dans le programme. Alors, l'amplitude des angles ne sera plus travaillée qu'à partir de la S1, donc la secondaire 1. On va continuer à travailler la question des angles dans le champ des objets de l'espace à la géométrie, mais plutôt en identifiant si c'est un angle obtus ou un angle aigu par rapport à l'angle droit. Donc on va élaborer des comparaisons entre les différentes sortes d'angles, mais on ne sera plus dans la mesure précise d'un angle. Continuons à fouiller et chercher où se trouvent les informations à propos de la notion d'échelle. Cette notion d'échelle apparaît dans la rubrique 3.5 mettre en relation des grandeurs. On va la développer davantage dans la rubrique spécifique 3.5.1 résoudre des problèmes de proportionnalité directe. On l'abordera aussi dans le savoir-faire utiliser la proportionnalité directe pour exploiter la notion d'échelle. En P6, on va représenter, dessiner à l'échelle un cinquantième, un centième des objets issus du quotidien. On va aussi déterminer les dimensions à l'échelle d'une grandeur réelle en tenant compte des rapports sur différents plans ou sur différentes cartes. Exemple, un 100 millième, un sur 250 millième et inversement. Calculer une distance réelle sur base d'une carte et de son échelle. Donc la distance sur la carte et l'échelle étant donnée. En P5, on va associer une représentation en 2D à un objet réel selon une échelle donnée. On va aussi calculer une distance réelle sur base d'une carte et son échelle linéaire. Donc la distance sur la carte et l'échelle linéaire étant elle aussi donnée. Donc ça, c'est pour la notion d'échelle dans ce champ. Pour ce champ, on retrouve comme changements principaux de cycle les pourcentages qui commencent en P5 en lien avec la notion de fraction rapport. La proportionnalité, on ralentit l'apprentissage pour consolider les bases et donner du sens. Dans les changements d'approche, on construit les formules en donnant du sens et la notion de température passe dans la discipline des sciences. Et on voit disparaître la mesure de l'amplitude de l'angle qui, comme je le disais, passe en secondaire, ainsi que la fraction nombre qui sera aussi travaillée en secondaire. Ça, ce sont pour les changements et disparitions. En guise de lien et de croisement, on vous propose notamment d'aborder les fonctions exécutives dans le volume 1, page 72. À cette page 72 et 73, le programme aborde les fonctions exécutives qui sont les habilités à transférer des apprentissages dans de nouvelles situations. Donc, par exemple, on vous donne la situation d'un élève qui doit résoudre mentalement une opération en utilisant sa stratégie. Et donc, on va aborder l'inhibition ainsi que
Donc ici, vous voyez l'inhibition. Et puis à la page 73, on parle de la mémoire de travail. Et donc ça peut aussi vous donner des pistes sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève et peut-être aborder parfois des obstacles d'apprentissage par des portes d'entrée un peu différentes, je vais dire. Je vous invite à nouveau à prendre un petit temps pour écrire vos remarques, vos questions, et faire un petit point. Et puis, on passe à la suite. Abordons le 4e et dernier champ intitulé « De l'organisation des données à la statistique ». Le programme a voulu se distinguer du référentiel qui n'était pas très clair sur la question et veut vraiment que l'enseignant garde en tête une distinction que d'un côté on organise les informations selon des critères et de l'autre côté on représente des données pour ensuite aller lire et interpréter des représentations dans des situations plus complexes. On retrouve encore une fois des facteurs favorisants. Utiliser des situations réalistes pour collecter et traiter des données pour répondre à une question et donner du sens au traitement de données. On retrouve le tableau de compétences à la page 101 avec les compétences C13 et C14. La compétence C14 est quelque peu trompeuse car elle donne l'impression que la résolution de problèmes se trouve dans ce champ. Or, il s'agit ici de problèmes bien précis de logique déductive qui se travaille à l'aide de tableaux à double entrée. Par contre, la compétence 13 montre bien le rôle de ce champ dans la résolution de problèmes. Donc, lire et interpréter les données pour en extraire de l'information que l'on utilisera ensuite pour résoudre le problème. Donc ça, c'est pour le tableau de compétences. À nouveau, un petit jeu pour mesurer vos connaissances dans ce champ. La question, est-ce un attendu, ce graphique est-il un attendu présent dans le champ de l'organisation des données à la statistique en P5, P6? À vous d'aller voir où on pourrait trouver la réponse dans ce champ, si on la trouve ou pas. Et la réponse est que ce graphique ne travaille pas l'organisation des données, mais plutôt la comparaison de grandeur. Donc on va comparer la température de mardi et mercredi, mais on ne va pas créer de classe regroupant des données ayant des points communs pour ensuite comparer la taille de ces classes. Donc ce n'est pas un attendu au niveau du champ de l'organisation des données à la statistique. Deuxième question, ce type de graphique fait-il l'objet d'un attendu présent dans ce champ en P5, P6? Oui, non. Pourquoi? La réponse est que c'est bien un attendu du savoir-faire présenter des données en P5, P6. Vous pouvez trouver la réponse à la page 106-107. Et donc, il s'agit de représenter à l'aide du support déterminé, en fonction de la situation, un tri ou un classement. Soit par ensemble, incluant une intersection, soit un tableau à double entrée, ou encore un diagramme à bande horizontale ou
verticale. Donc ici, on est bien dans ce savoir-faire. Résumons les points d'attention et les changements pour ce champ de l'organisation des données à la statistique. À l'école maternelle, on va beaucoup organiser pour comprendre, pour améliorer la visibilité des données. En primaire, il y a quelques éléments qui s'ajoutent, notamment le fait d'apprendre à collecter les données. Jusque maintenant, on disait à l'élève, avec toutes ces données, qu'est-ce que tu peux en dire? Aujourd'hui, on va aller plus loin, on va aussi lui apprendre à poser des questions pour pouvoir récolter ces données. Ce qu'on constate comme disparition, c'est la moyenne, la fréquence et le graphique circulaire qui seront travaillés dans le secondaire. Et alors, on va davantage travailler le graphique à bande pour catégoriser, pour classer. Voici un dernier exemple de lien et de croisement proposé à la page 102 pour la compétence lire, interpréter des données pour en extraire l'information. On peut y voir des liens avec la discipline français, à savoir élaborer des contenus, dégager des informations explicites, mais aussi en sciences humaines, par exemple, identifier des continuités, des changements et des évolutions en regard des moments clés. On va aussi pouvoir aborder des visées transversales pour développer une pensée critique et complexe. Et en mathématiques, on retrouve comparer et opérer sur des grandeurs fractionnées et des pourcentages, ainsi que représenter des données. Ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de planifier ces séquences de manière transversale en faisant des liens et de faire sens aussi pour nous, mais surtout pour les élèves. Pour terminer cet atelier, je vous propose un petit jeu vous permettant d'explorer votre programme et les 4 champs que nous avons abordés. Pour ce faire, je vous invite à scanner le QR code ici ou bien à copier l'adresse pour vous rendre sur la page du Geniali et vous essayez aux différentes questions qui vous seront proposées sous forme de petits jeux. Bon amusement! Voilà, j'espère que ce Geniali vous a permis de vous approprier davantage votre programme tout en vous amusant. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à poser vos questions si certaines